Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir vous et votre communauté dans une approche holistique de la santé. En effet, je pense qu'aujourd'hui on est trop souvent face à des dilemmes lorsqu'il faut faire un choix. On se retrouve avec des sujets qui sont bien souvent traités à l'extrême. Il est temps de trouver une voie du milieu et c'est ce que je vous propose dans cette deuxième saison du podcast. Alors aujourd'hui, je vais renouer avec le format de la première saison et j'ai un invité pour aborder un sujet d'actualité, hein, puisque nous sommes encore en pleine Coupe du Monde de football et j'aimerais revenir sur l'élimination des Diables Rouges, l'équipe de football belge qui a pour moi montré très très peu de combativité. Alors je me suis posé justement la question de la motivation, de l'engagement à ce stade de la compétition. Alors, n'étant ni amateur de foot ni psychologue, eh bien, j'ai donc un invité, un précurseur justement de la psychologie du sport, véritable initiateur de cette branche de la science qui évolue et qui ne cesse d'évoluer depuis 35 ans. J'ai nommé le professeur émérite Philippe Godin. Je vais vous laisser avec son interview, mais avant, j'aimerais vous demander de garder l'esprit ouvert. Il se pourrait que certains sujets ébranlent vos croyances, vous remettent en question. Bien, n'hésitez pas à poser vos questions suite à cette interview. Et évidemment, nous n'avons pas pu rentrer dans le détail de tous les sujets abordés et nous nous sommes essentiellement concentrés sur justement les raisons pour lesquelles l'équipe belge, le Diable Rouge, qui était encore il y a quelques semaines considérés comme des potentiels gagnants, eh bien, ont finalement perdu dès la phase éliminatoire. Bonjour Philippe, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, cher David, aussi bien qu'il y a 15 jours, aussi bien qu'il y a 10, 15, 50 ans. C'est extraordinaire, c'est génial. Merci en tout cas de prendre un peu de ton temps pour cette interview qui m'a été finalement suscitée suite aux derniers événements de l'équipe belge en football la semaine dernière. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur ton parcours parce que j'ai eu la chance d'avoir cours avec toi probablement en 96 ou en 97 lors de mes candidatures en éducation physique. Mais toi, tu as fait justement l'éducation physique dans les années 70, d'ailleurs avec mon papa, à l'époque où Louvain, l'université de Louvain était à Leuven. Et donc, ça devait être encore plus folklorique qu'aujourd'hui, si ça l'était. En tout cas, moi, j'ai eu des bons échos de vos années à Leuven. Donc, tu as fait l'éducation physique et puis tu as très vite enseigné, mais tout en continuant tes études en kinésithérapie que tu as terminé également fin des années 70, 70. Et dans les années 80, tu as débuté ta carrière en tant qu'assistant à l'UCL et tu étais en parallèle entraîneur de l'équipe de gymnastique, si mes souvenirs sont bons. Enfin, mes souvenirs, je n'étais pas présent, mais en tout cas, si j'ai bien pu comprendre ta biographie. Et le sport a toujours fait partie je dirais, de ton quotidien, puisqu'au-delà de la gymnastique, tu as un bon niveau en natation et en athlétisme. Et en 1982, tu fais une certification en psychopédagogie. Et en 85, tu obtiens ton doctorat en éducation physique. Quelques années plus tard, tu pars aux États-Unis faire un postdoc en psychologie du sport. Et ma première question pour toi, Philippe, c'est qu'est-ce qui t'a amené de passer du sport que tu pratiquais à l'éducation du sport et puis à la pathologie du sport avec la kinésithérapie et puis à l'éducation, la pédagogie pour finalement te spécialiser aujourd'hui depuis plusieurs décennies en psychologie du sport. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à ça? En fait, ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est dès le départ de mes études d'éducation physique, comme tu as très bien dit, que j'ai débuté avec ton papa. Et c'est dès ma deuxième année d'éducation physique, donc on est à ce moment-là en 1971. Euh, je- on reçoit un cours de psychologie générale, hein, un cours d'introduction vraiment basique.
Et à ce moment-là, je me prends d'amour pour cet aspect dans la pratique sportive, dans la motricité. Donc, déjà dans ma deuxième année d'éducation physique que je décide que quand j'aurai fini l'éducation physique et sans doute la kiné, parce que mes parents ont eu la gentillesse de me dire, bah, si tu réussis l'éducation physique, on t'offre la kiné aussi. Donc tout de suite, oui, bon, oui, j'étais gymnaste, donc entraîneur, et puis j'ai commencé comme prof d'éducation physique, mais j'ai jamais arrêté en fait. Donc dès que j'ai fini la kiné et commencé comme prof d'éducation physique, j'ai démarré le cursus en psycho, donc à la base, donc parce que j'étais intimement convaincu qu'il y avait une dimension psy dans la motricité dont on ne parlait pas, qui était laissée pour compte. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, pendant au moins 20 ans, j'ai vécu avec l'idée que j'étais une sorte de martien pour la majorité des gens, parce que beaucoup de personnes me disaient: «Ah, tu as fait éducation physique», hein, comme les gens appellent vulgairement prof de gym, mon concept que je déteste, parce que le mot éducation est essentiel, et tu y as fait allusion. Clairement. Mais quel est le lien entre prof de gym et la psycho? Tu vois? Je dis: «Mais le lien, mais pour moi, il était évident, je l'avais toujours vu». Donc j'essayais vaille que vaille d'expliquer ce lien. Je comprenais qu'on ne comprenne pas mes explications. Voilà, et donc après, avoir fini la psycho séance d'éducation puis psycho, j'étais assistant, au sport coach, donc en éducation physique. Ma thèse, doctorat, et j'ai été nommé non pas euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la faculté de la motricité, mais ça s'appelait à ce moment-là l'Institut d'éducation physique et de réadaptation. J'ai été nommé, après mes mandats d'assistant, j'ai été nommé définitivement pour entamer une carrière. Donc, quand on démarre une carrière avec une perspective académique, bah, il y a quand même intérêt à faire un post-doctorat. Et je suis parti C'est en ça. 89 aux États-Unis, 6 mois, faire un post-doctorat dans le domaine de la psychologie du sport, qui là-bas était, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas pignon sur rue, mais en tout cas, qui était développé, pratiqué, connu, alors que, comme je viens de le dire, moi, ici en Belgique, quand je disais que je m'intéressais à ça, on me prenait pour un fou. Et donc, je suis parti là-bas, 6 mois. Et quand je suis revenu, d'abord, je me suis dit, mais finalement, ah, ben, je vois bien ce qu'on peut faire, hein, très bien. Et quand je suis revenu, bah, j'ai développé un service d'aide, de conseil, d'interview, d'entretien, de soutien à destination des athlètes, des parents, des entraîneurs. Et j'ai intégré ça dans ma carrière académique en faculté de psycho, où on m'a demandé d'aller redonner des cours en éducation physique, donc je donnais le cours de psycho général en éducation physique, en kinésithérapie, et bien entendu en fac de psycho, où là j'avais en plus les domaines de psychologie de l'activité physique et du sport, le domaine de la psychomotricité et le domaine des techniques psychocorporelles, enfin, j'appelais ça comme ça, les techniques psychocorporelles, mais en donnant cours à des étudiants en psycho, parce que j'estimais que, à l'inverse, les étudiants en psycho ne prenaient pas assez, en tout cas les études de psycho ne prenaient pas assez en considération les dimensions physiques, physiologiques, C'est ça. comme d'ailleurs dans le domaine de l'éducation physique, on ne prenait pas assez en compte les dimensions psychologiques. Donc c'était une sorte de prêté pour un rendu. Pour moi, c'était équivalent. Ces deux domaines étaient évidemment complètement en connexion, et j'ai regretté que ça ne soit pas quelque chose de reconnu. Ça a changé aujourd'hui, un peu, mais pas encore suffisamment. Pas suffisamment à ton sens. Et comme tu le dis, hein, tu t'es intéressé à l'athlète, mais pas uniquement à l'athlète, puisque tu as suivi également beaucoup de parents et beaucoup d'entraîneurs. On Ouais. peut lire, hein, plus de 30 sports dans ta carrière, 7000 consultations, plus de 5 cours que tu as écrits, et cette formation depuis 2006
universitaire dont tu parlais avant l'interview, hein, qui est à sa 6e et dernière opus, si on peut parler comme ça, justement à destination des entraîneurs et des parents, ce que je trouve vraiment intéressant parce que personnellement, j'ai fait ma carrière en judo et c'est vrai que certains parents ont énormément de poids sur la psychologie de l'enfant et tout ce team, surtout chez les enfants, doit être vraiment adapté à la performance que l'on peut demander à un enfant, quel que soit son niveau. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est important. Et je me souviens pas, quand j'ai personnellement fait l'éducation physique, que on a eu ces cours. J'ai eu cours avec toi et avec d'autres professeurs pour la psychologie, mais ça n'était pas effectivement, comme tu le dis, dans les années 90, encore quelque chose de vraiment percutant. On parlait de la psychologie du sport et aujourd'hui, peut-être influencé par les études que mon épouse a reprises, mais je me rends compte à quel point c'est important, la psychologie en général, et j'aurai quelques questions d'ailleurs à te poser durant l'interview, que je vais essayer de limiter quand même, parce que je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures, et donc on va quand même limiter ton temps. Mais que toute cette psychologie, que ce soit au niveau de la performance, ou que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la culture, j'en fais un petit peu l'expérience ici, hein, en étant un Belge immigré au Canada. On a l'impression que c'est finalement l'Occident, mais on se rend compte qu'il y a quand même énormément de différences. Et du coup, si je t'ai invité aujourd'hui à échanger, c'est parce que la semaine dernière, l'équipe belge, les Diables Rouges, faisait une sorte de contre-performance, hein, et je me suis dit, tiens, j'aimerais avoir l'avis d'un expert à la fois pour analyser un peu ce qui s'est passé d'un point de vue psychologie du sport, mais également au niveau de la psychologie de la performance, ou en tout cas du défi qu'on peut tous rencontrer. Et comme ce podcast s'intéresse surtout à la réussite et à la santé physique et mentale de l'entrepreneur, du dirigeant, eh bien, j'ai quelques justement questions à te poser là-dessus. Parce que je relisais un petit peu la presse avant le début de ce mondial. Les Allemands disaient que la Belgique était encore candidate au titre. Les Français et d'autres presses étaient un peu plus mitigés sur la forme, probablement et physique et mentale de ce noyau. Et quand on lit un peu ce qui s'est passé après, on parle de désastre, de génération usée. Euh, Qu'en penses-tu, toi, d'un point de vue du psychologue du sport, ayant peut-être observé ça de l'extérieur? Parce que j'ai l'impression que dès le départ, quand on entend un Kevin De Bruyne qui dit de toute façon, on ne gagnera jamais ce tournoi, que d'un point de vue dans l'engagement, de la motivation, il n'y avait pas cet état d'esprit de gagnant au départ. Mais voilà, je ne suis pas psychologue. Quel est ton avis là-dessus? Je te rejoins complètement. Bon, j'ai très peu de contact en interne avec le monde du football, parce que justement, d'ailleurs, je pense que ça fait partie du problème. S'il y a bien un sport où la dimension psychologique n'est pas prise en considération, s'il y a bien un sport qui est réfractaire à cette intégration de cette dimension, parmi l'ensemble de tous les sports que je connais, et que toi tu connais aussi, ben, c'est bien le football. Mm. Euh, je ne sais pas, si je pourrais formuler quelques hypothèses, mais globalement je ne sais pas pourquoi c'est un sport où cette dimension-là n'est pas étudiée, est mal prise en considération, est toujours perçue d'une manière caricaturale. Bon, alors, tout ça n'aide pas. Alors, ça c'est pour pourquoi est-ce que la dimension euh, psychologique n'est pas prise en considération. Franchement, je n'ai pas une belle explication. Mais concernant notre équipe nationale, elle a montré bien avant le début de ce championnat du monde et des prémices, elle a montré de gros signes de faiblesse. Mm. On s'est quand même ramassé une casquette monumentale face aux Hollandais, 4-1.
On va faire un match amical 15 jours, une semaine avant contre l'Égypte, on se fait battre. Euh, Contre le Canada, on ne doit jamais gagner. Bon, euh, alors, en plus, il y avait la manière. Donc, on peut être battu en soi, ça fait partie du jeu. Mais on a toujours été battu de la même manière. Et c'était quoi la manière? C'est un manque de vitesse, c'est un manque d'engagement, c'est un manque de détermination. Et tout ça fait référence à des dimensions psychologiques. Ça veut dire un manque de motivation, tout simplement. Alors, pourquoi n'était-il pas motivé? Alors, il suffit qu'il y en ait sur une équipe de 11, ils sont 15, 16, 17, d'accord, mais il y en a que 11 qui jouent. Sur une équipe de 11, et en plus, les ténors, on va les appeler comme ça, si sur les 11, vous avez 3 ténors, 4 ténors qui sont à 60% de leur motivation, bah, votre équipe, elle ne tourne que sur 3 cylindres, alors Mm. qu'elle devrait tourner sur 6. Donc, ceci peut expliquer cela. Maintenant, pourquoi il n'était pas motivé? Pas suffisamment en tout cas. Personnellement, j'en sais rien. Euh, J'ai été interviewé sur les raisons invoquées notamment par De Bruyne, qui parlait de la vieillesse. Ça, je balaye ça d'un revers de la main. On n'est pas vieux à 32, 33 ans en sport de haut niveau. Mais surtout, ce que je t'interromps, qu'il y en a encore beaucoup qui jouent au plus haut niveau européen. S'ils étaient vieux, ils ne seraient plus dans l'équipe première de clubs qui les payent énormément. Alors, est-ce que tu crois qu'à ce niveau-là, parce qu'évidemment c'est un niveau bien particulier avec des salaires bien particuliers, est-ce qu'il peut y avoir un espèce de sensation d'être blasé finalement et finalement de travailler pour une équipe et que finalement l'objectif, la Coupe du Monde, on l'a perdu il y a 4 ans. Du coup, cette année-ci, bon, de toute façon, je suis payé par mon club et je vais me ménager pour mon club parce que c'est lui qui me paye. Est-ce il peut y avoir ça? En fait, tout ce que tu viens d'expliquer, selon moi, est tenu dans les sous-bassements par tout simplement le fait qu'il n'y a pas de patriotisme belge. Hmm. C'était ma deuxième question. C'était vraiment, est-ce qu'il y a un aspect culturel? Absolument. Absolument. Les Hollandais sont des oranges d'abord, les Français sont chauvins naturellement. Avant que tu appelles, j'étais en train de regarder les Espagnols, même si en Espagne il y a des problèmes d'indépendance de la région catalane, ils sont d'abord espagnols. Si tu prends euh, les pays scandinaves, enfin bon, bref, on peut les États-Unis, le Canada, tous les pays, pas en Belgique. Là, le problème de la Belgique, c'est que bah, y a des très bons joueurs flamands, il y a de très bons joueurs francophones. Ce sont deux cultures totalement différentes qui malheureusement ne se parlent pas. Il y a des conflits politiques Hmm. énormes qui sont mis quand même sous l'été noir, mais qui, d'une élection à l'autre, évoluent vers, je ne dis pas l'indépendance, mais en tout cas vers une sorte de confédéralisme qui existe déjà dans les faits. Bah, tout ça ne contribue pas à créer un sentiment patriotique. Moi, je le vois dans d'autres sports, là où je suis en contact avec des athlètes qui sont au niveau international et qui donc sont en relation avec le niveau national belge, où il y a tout le temps des problèmes flamands-wallons. Mhm. Je suppose que ça rejaillit sur le, fonction, le fonctionnement de notre équipe nationale. Et alors, je reviens sur ce que tu disais, bah oui, bien entendu. Si je gagne 200 000 euros via la fédération, mais que j'en gagne 10 millions via mon club, et qu'en plus il n'y a pas ce moteur patriotique, bah ça peut être vite réglé. Ouais. Tu me dis la même chose dans les autres pays. Oui, non, sauf que dans les autres pays, il y a un sentiment et une volonté patriotique. Moi, ça me semble être la raison principale. Comme je disais, j'ai balayé d'un revers de la main cette histoire de vieillesse. C'est un argument d'une stupidité totale, puisque nous connaissons, toi et moi, plein d'athlètes, y compris en football, qui à 35, 37, 38 ans pètent encore la forme Tout à fait. et, et exploserait n'importe quel gamin de 23 ans. Tout à fait, parce que là, il y a l'expérience derrière, il y a la gestion justement de cette pression
médiatique. Mais si je reviens dans cette, demi-finale il y a 4 ans, heu, là, il y avait peut-être, un engouement un peu différent parce qu'on la Belgique bat le Brésil et puis arrive, en demi-finale. Mais là aussi, j'étais surpris d'avoir une équipe qui est en demi-finale, ne va pas jusqu'au bout. Alors je me trompe peut-être, c'est peut-être mon côté judoka, combattant, mais je me dis: «Si je suis en demi-finale, même que ce soit la France ou n'importe qui, je vais aller au moulin, au fourneau, comme on dit, jusqu'à ma dernière sueur. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir comme ça ce côté battant. Alors là, est-ce que c'était le patriotisme ou est-ce qu'il y a également dans le sport belge ce côté un peu, bah, c'est déjà bien une demi-finale? Alors, là, j'ai pas tout à fait la même analyse que toi. Je me rappelle vraiment très bien de ce match parce qu'en plus, bon, je suis pas mal en contact avec les Français, j'ai beaucoup d'amis français, j'ai des contacts là-bas, où je me suis fait chambrer dans tous les sens, Pendant plusieurs années. et ça continue, bien entendu. Euh, En fait, non, moi je pense que, enfin, ce que tu dis, c'est vrai, hein, cette mentalité où on est en demi-finale, on est déjà bien content, bien entendu que ça existe, hein. Cette petite phrase qui me rend fou furieux, pour nous les petits Belges, C'est ça. moi, quand j'entends ça, je pète un câble. Euh, mais concernant ce match contre la France en demi-finale, je dirais que l'erreur, mais ça c'est l'entraîneur, ça c'est sa responsabilité, c'est qu'ils ont joué d'une manière complètement naïve. Mmh. Ils ont voulu faire du beau football, un petit peu du football champagne. euh, et malgré tout, en sport et en football y compris, il peut y avoir le coup de bol. Et évidemment, il suffit d'un petit but, arrivé comme ça, on ne sait pas d'où, non justifié. Si on regarde le match, jamais les Français ne doivent gagner. C'est un peu comme nous contre le Canada. Et bien voilà, c'est fini, c'est réglé. Si on regarde le match, c'est la Belgique qui devait l'emporter d'un point de vue footballistique. Mais non, c'est la France, pour les raisons que j'ai à dire. Voilà. Un peu de bol, bah, comme nous, on a eu de la chance avec le Canada, alors que c'est le Canada qui. Et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, parce que tu es au Canada, je l'ai vraiment pensé. Ouais. On n'avait jamais gagné ce match. Donc, voilà. Mais par contre, je suis d'accord avec ton argument qui consiste à dire, bah oui, c'est vrai, c'est déjà pas mal. On a développé, et moi ça fait partie d'un gros travail que je fais avec mes athlètes, on a développé cette malheureuse mentalité du on peut pas trop croire en soi, on peut pas être trop fier de soi, il faut pas se prendre au sérieux, il faut d'abord faire attention à ce qui ne va pas. Alors que si on veut réussir en sport, ça introduira peut-être tes questions suivantes. En sport et dans d'autres domaines, il faut d'abord croire en soi, il faut avoir une bonne estime de soi, il faut oser être entreprenant, il faut être créatif, il faut oser aller de l'avant. C'était ta remarque juste avant aussi. Et ça s'acquiert, et ça s'acquiert dès la naissance. Oui, ça se travaille et c'est de là que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait ce lien, psychologique sur, le développement, corporel qui se fait effectivement, depuis le plus jeune âge. Mais je vais rebondir sur, un argument que tu viens de présenter par rapport à il y a 4 ans. C'était une de mes questions aussi et probablement que si, les sportifs n'ont déjà pas tous un psychologue du sport, les entraîneurs encore moins. Mais est-ce que justement cette année-ci aussi, placer un joueur qui n'a plus rien fait depuis 3 ans en tant que capitaine d'une équipe à une, coupe du monde, est-ce que c'est un choix, judicieux pour un entraîneur? Et est-ce que Non, l'entraîneur n'a pas lui aussi besoin d'un coach, ou d'un psychologue du sport? Parce qu'il doit avoir beaucoup de pression, lui. Je ne lui jette pas la pierre, hein, ça doit être une responsabilité. oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te dis que quand j'étais rentré des États-Unis après mon postdoctorat, que j'ai décidé d'ouvrir une consultation à destination des athlètes, parents et entraîneurs. Ouais, Donc, bien entendu que les entraîneurs ont tout autant besoin que les athlètes, et d'ailleurs les parents, d'une aide et d'un soutien psychologique. Oui, bien entendu. Sauf que dans le domaine du football, en Belgique en tout cas, et même dans d'autres pays, même dans d'autres pays. on en parlait, j'en parlais tout à l'heure, ça fait pas partie de l'ADN. Donc, ah oui, ils seront peut-être conseillés, ça je ne dis pas, qu'ils n'ont pas
de personnes avec qui ils discutent. Mais ça n'est absolument pas connu, ce n'est pas mis, on ne voit pas de publication, on ne voit pas d'article. Et bien souvent, quand il y a un petit peu une référence à l'aspect psy, bah, c'est souvent par rapport à des concepts un peu banaux du style, enfin, qui est lié à ce que nous, ce qui s'appelle ici, surtout en France, les coachs mentaux, le préparateur mental, qui sont des gens qui n'ont aucune formation en psycho, euh, et qui vendent des salades, en ayant mis pas mal de mayonnaise dedans. Et donc, ce sont des concepts qui sont mal perçus, mal expliqués, qui pour moi ne sont pas travaillés en profondeur, ni en continu. C'est Alors, ça. tout ça n'aide pas. Alors, par rapport à ta remarque, bah non, bien entendu. Et c'est pour ça que je dis que Martinez, l'entraîneur, il est responsable de ça. Tu vas à la Coupe du Monde, tu vas avec des gars qui veulent aller au charbon. Ce qui compte, c'est le résultat. Et tu n'es pas là pour redonner, alors que le gars n'en a pas eu la possibilité pendant 2 ans et demi, tu n'es pas là pour redonner de la confiance à un Non. gars qui joue à 60% de ses moyens pour des raisons propres à son club, le Real de Madrid en l'occurrence. Et donc non, je pense que Martinez n'aurait jamais dû faire confiance à Hazard. Voilà, il a pas fait confiance à Lukaku pour des raisons physiologiques, puisqu'il était blessé aux ischios, et il n'aurait pas dû faire confiance à Hazard, qui était blessé psychologiquement et qui n'avait plus le dynamisme, parce que c'est pas à toi que je vais l'expliquer, c'est la compétition qui fait qu'un athlète retrouve de la hargne et de la pugnacité. Tu ne fais pas de compétition pendant 2 ans, ta compétence technique, tu la maîtrises, tu la gardes, mais tu n'es pas capable de l'exprimer. Non, et ça, quel que soit le sport, hein. On a, effectivement, dans tous les sports, on a ces compétitions d'entraînement justement pour retrouver ces sensations et retrouver, surtout dans un sport collectif, quel qu'il soit, il faut avoir c'est déjà difficile dans les équipes nationales, j'imagine, d'entraîner des gens qui s'entraînent à tous les coins de l'Europe durant l'année. Mais si en plus la personne qui est, capitaine à un manque de matchs, d'heures de match, ça devient compliqué. Et du coup, est-ce que tu connais un petit peu plus le parcours en psychologie du sport de l'équipe de hockey sur gazon, qui est un contre-exemple, parce qu'elle a fait sur 4 ans tous les titres possibles et imaginables, dans un sport où la Belgique, il y a quelques années, ne valait rien, mais aujourd'hui est au sommet. Est-ce que là, il y a un dynamisme différent qui est lié à la psychologie? Alors, il y a deux différences. La première, c'est lié à l'entraîneur. L'entraîneur de notre équipe nationale de hockey sur gazon, un Australien, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai travaillé, et je travaille encore d'ailleurs, avec un entraîneur de hockey qui, lui, le connaît très très bien. Mhm. On a parlé des heures et des heures et des heures et des heures. Et en fait, quand j'entends mon entraîneur avec qui je collabore me parler de notre entraîneur de l'équipe nationale, ce gars applique à la lettre euh, des, des, centaines de principes dans le fonctionnement avec ses athlètes, les principes que la psychologie du sport peut enseigner. Mhm. Et stupéfiant, sur le plan notamment relationnel. Donc je pense que ça c'est déjà une grosse partie de l'explication. La deuxième, et ça va être ça le problème avec le foot, c'est que le hockey sur gazon, quand tu regardes le niveau socio-culturel de ces joueurs, c'est un niveau socio-culturel élevé. Mhm. Euh, Ça réfléchit, ça pense. Et donc, avec des gens qui réfléchissent et qui pensent, tu peux venir avec des concepts issus de la psychologie du sport, Mhm. à toi de les expliquer, à toi de les faire comprendre. Mais l'autre qui est en face, il peut capter pas mal de choses. Excuse-moi, le monde du foot,
est à 150 000 années-lumière de ces types de fonctionnement. C'est ça, c'est ça. Écoute, ça confirme un petit peu les conclusions, en tout cas mon impression que j'avais. Et du coup, pour cette dernière partie de l'interview, Philippe, j'aurais voulu savoir un petit peu ce que nous, à notre niveau, puisqu'on n'est pas des athlètes de haut niveau ou des footballeurs de niveau international, que peut-on apprendre justement de la psychologie du sport au quotidien, ou en tout cas dans cette dynamique de relever des défis? Parce qu'on peut tous avoir un manque de motivation, peut-être un manque d'engagement. Je m'intéresse surtout à la santé physique justement des entrepreneurs et des dirigeants, parce que je suis persuadé qu'en ayant une meilleure forme physique, bien, le mental fonctionne beaucoup mieux et on prend de meilleures décisions. Tu l'as confirmé tout à l'heure, tu as bien dit que c'était dans les deux sens. Selon toi, comment peut-on faire des liens entre la psychologie du sport et éventuellement une situation comme aujourd'hui, où tu l'as bien dit, l'équipe belge était en manque de motivation, manque de patriotisme, évidemment, dans son entreprise ou peut-être dans sa famille ou en tant qu'entrepreneur, on n'a pas besoin de ce patriotisme, mais on a quand même besoin d'avoir une motivation qui va au-delà du résultat individuel. Puisque le patriotisme, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les fans, on le fait pour le pays, pour l'image du pays, mais en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, comment peut-on faire le lien et que peut-on utiliser justement de la psychologie du sport pour passer au-delà du manque de motivation, du manque de résultats dans une ambiance qui est depuis 3 ans un peu stressante pour tout le monde? Pour moi, c'est la même chose, hein. Le patriotisme, ça concerne l'appartenance à la nation, alors qu'une entreprise, ça concerne l'appartenance à l'entreprise. Donc, je suis fier que mon pays réussisse, donc je suis fier que mon entreprise réussisse. Mhm. Pour moi, ça me semble, c'est le même mécanisme, mais qui porte à une autre échelle, mais qui peut être tout aussi, voire peut-être un plus importante que par rapport à un pays. Pour accepter que quelqu'un ne soit pas patriote, mais qu'il soit très patriote pour son entreprise. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est en fait, ce qui compte, c'est de bien faire la séparation entre la compétence, quel que soit le domaine, que ce soit de la compétence motrice, que ce soit de la compétence cognitive, intellectuelle, que ce soit de la compétence technologique, donc tout ça peut arriver dans une entreprise. Et l'autre aspect, c'est le fonctionnement, c'est-à-dire d'analyser la manière dont l'individu fonctionne. Je dois analyser comment je fonctionne quand je réfléchis. Pas plus tard que ce matin, j'avais un joueur de golf de, de 71 ans qui vient me trouver parce qu'il en a marre. Ça fait 50 ans qu'il fait du golf. Enfin, bon, bref, il m'explique tous ces trucs. Et puis, en l'entendant parler, je lui dis, mais attends, tu mélanges tout. Tu, tu fonctionnes pas bien. Tu viens de me dire ça, ça et ça. Mais non, c'est une erreur. Euh, et ça explique pourquoi tu rates. Parce que, en fait, tu crois faire bien, mais tu réfléchis mal. Et à certains moments, il ne faut plus réfléchir. Mais toi, tu réfléchis quand il ne faut pas, et quand tu réfléchis mal. Donc, en fait bah, tu fonctionnes comme tu crois qu'il faut fonctionner, mais non, il faut d'abord fonctionner avec la recherche de l'efficacité. C'est d'ailleurs ce que je disais dans mes propos tout à l'heure concernant notre entraîneur de foot. Le but, c'est de gagner, le but, c'est le résultat. Donc, tu vas chercher les compétences pour que ton résultat soit positif. Et c'est la seule chose qui doit te motiver. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans mon entreprise pour que ça marche? Bon, bah, il faut éviter, par exemple, les stéréotypes, les croyances du style on a toujours fait comme ça, Mm. je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut, je dois, peut-être, mais pas nécessairement. Peut-être que dans certains cas, il ne faut pas. Et dans certains cas, c'est peut-être bien de faire autrement que ce qu'on faisait, qu'on a toujours fait. Donc en fait, c'est rechercher l'efficacité dans le fonctionnement. Moi, quand j'interviens, ne sais pas si tu te rappelles de mes cours,
je disais le rôle, et je dis toujours, le rôle d'un psychologue du sport, c'est d'apprendre à un athlète à mieux fonctionner. Ouais. Ouais, mais c'est le même boulot qu'un entraîneur. Mmh. Qu'est-ce que c'est quoi le boulot d'un entraîneur? Bah, c'est qu'il apprenne à son athlète à mieux fonctionner. On Mmh. fait exactement le même boulot, sauf qu'il y en a un qui va le faire au niveau moteur et Mmh. que moi, je vais le faire au niveau psychologique. Mais les 2 sont complètement corrélés. Mmh. Et la corrélation avec le monde de l'entreprise, évidemment, quand on fait la comparaison de la psychologie du sport d'équipe, il y a cette dimension justement relationnelle, qui est très importante parce que finalement quand on enfin j'ai pas énormément d'expérience en entreprise puisque, j'ai été indépendant, très, très tôt dans ma carrière. Mais, à entendre les problématiques dans les entreprises, c'est rarement une problématique de compétences, il peut toujours y en avoir, mais il y a surtout beaucoup de problématiques en termes de relationnel et en termes de travail d'équipe. J'ai vu sur, ton site que, tu aides aussi les athlètes de haut niveau à se lancer justement dans la vie, professionnelle. Quels sont justement les outils qu'un athlète professionnel peut, développer pour sa, carrière, je veux dire sa 2e carrière donc, post, athlétique et que finalement on pourrait, aussi appliquer dans notre quotidien? Parce que apprendre à se connaître, il y a certainement des manières de le faire, hein. Je ne suis pas, je me suis intéressé à la psychologie, mais j'écoute surtout, les cours et les retours de mon épouse. Mais il y a tellement de paramètres. Quelle serait, selon toi, la 1re chose à pouvoir mettre en place, pour mieux fonctionner justement, à titre personnel dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, à titre personnel, je pense, et ça évolue dans ce sens-là, mais peut-être pas encore suffisamment, mais ça bouge un tout petit peu. Je pense que c'est important que chaque individu apprenne à maîtriser, à accorder de l'importance, à faire attention à lui. Et ce, par une prise en compte, une prise en considération de ses paramètres psychologiques et physiologiques. Une meilleure connaissance de soi, par exemple. Une meilleure connaissance déjà de son anatomie. Une meilleure connaissance de ses manifestations physiologiques. Une meilleure connaissance de ses réactions lors de situations avec un degré émotionnel important. Et là, tu poses la question, quels outils? Eh bien, le développement d'outils comme la gestion, la maîtrise, une bonne respiration. Mmh. De vu que 95% des gens respirent mal. Tout le monde dit qu'il faut respirer, on dit à tout le monde hein, de respirer. Personne n'apprend à respirer convenablement. Il y a une mécanique respiratoire qu'il faut apprendre, intégrer, parce que si on respire, je fais un lien avec ce que je disais il y a 10 minutes, ah ben j'ai toujours respiré comme ça, C'est ça. ah ben peut-être bien monsieur ou madame, mais ça fait longtemps que vous respirez mal. Ah bon, ben oui, alors c'est quoi bien respirer? Donc il faut bien expliquer et donner les vraies raisons dynamiques, physiologiques du système respiratoire. Tu sais, j'entends, pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un me disait, justement, on parlait de ça. Ah oui, oui, mais je dis non, pour avoir une respiration efficace, il faut pas avoir peur de prendre de l'air par la bouche et non pas par le nez. Le nez est là pour sentir. Mais quand on a besoin d'air, on en a besoin tout de suite à la fraction de seconde. Et c'est pas le nez qui va s'y préparer. On respire par la bouche. J'étais à un concert de jazz boogie samedi. J'étais près des musiciens trompettistes quand ils soufflent dans leur trompette, qu'ils reprennent de l'air, ils ne reprennent pas de l'air par le nez. Hein. Mmh. C'est par la bouche qu'ils le font. Et puis j'entendais là, dans cette discussion, quelqu'un qui disait ah oui, mais non, il faut respirer par le nez parce que hein, en yoga, on dit il faut inspirer par la narine gauche, expirer par la narine droite parce que l'air qui rentre par la narine gauche, c'est lui qui oxygène le cerveau droit. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? C'est qui t'a raconté des conneries pareilles? Ben, c'est mon prof de yoga. Ben, j'écoute ton prof de yoga qui continue à faire du yoga, mais il ferait peut-être bien quand même d'aller suivre un cours élémentaire d'anatomie, un cours élémentaire d'analyse des systèmes physiologiques,
hein, et elle verra qui dit quand même de grosses conneries. Mais ce genre de conneries, aujourd'hui, 80% des gens qui pratiquent du yoga le pensent. C'est Donc vrai. il y a tout un travail d'éducation et de formation à faire pour répondre à ta question. C'est ça. Je pense, on est d'accord sur ce sujet, que l'éducation est vraiment extrêmement importante. Tu l'as dit tout à l'heure, ça commence même déjà très tôt et c'est vrai qu'on imagine que la respiration est quelque chose de tout à fait spontané et normal. Ouais, Et on se rend compte effectivement que la respiration peut très vite être modifiée, soit par rapport à la pression, au stress, à plein de choses et finalement se retrouver, comme tu le dis, avec, 95 de la ou 95 de la population qui respire mal et qui entretient ce niveau de tension et de stress par une mauvaise respiration. C'est vrai que la respiration est un sujet qui me passionne depuis quelques années. Alors que à l'université, aussi bien en Belgique qu'en Australie, ça s'était passé au-dessus de la tête parce que bah, j'avais 20 ans et je me suis dit, bah, respirer, oui, bah, l'oxygène, le CO2, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Respirer à l'effort, oui, ça va. Mais c'est vrai que ces dernières années, on insiste énormément sur la respiration avec effectivement toute une série de théories qui parfois sont un peu plus effectivement complexes à comprendre, mais qui sont essentielles. Donc tu dis que finalement, le sportif, il doit apprendre à mieux se connaître et à mieux gérer à la fois les relations, enfin d'abord son organisme à lui, ce qui est ouais. effectivement, c'est ce qu'on nous apprend en sauvetage, hein. C'est vrai qu'il faut d'abord s'occuper de soi avant d'aller s'occuper d'une tierce personne. Mais une fois qu'on connaît un peu mieux son fonctionnement, et donc là, ça passe par l'éducation, on apprend à mieux gérer finalement l'environnement et le stress avec la physiologie, comme tu l'as dit. Et puis, il y a effectivement cette dimension liée aux autres et aux interactions avec les autres, puisqu'en entreprise, on est rarement tout seul. Je dirais même si on est indépendant comme moi, je n'ai pas encore d'employé, mais je dois quand même gérer les clients ou les personnes, les collaborateurs, les partenaires, pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui ne soit pas limité par les croyances, comme tu l'as dit, ou moi j'ai envie que ce soit comme ça et puis pas autrement parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Et du coup, tu parlais tout à l'heure justement de cette mouvance, parce que entre mes années en éducation physique en Belgique et mon master en Australie, bah, depuis lors, Internet a énormément évolué. Il y a énormément de certifications et de formations en ligne. Le coaching se développe énormément. Et effectivement, on a cette mouvance des coachs mentaux ou mentales qui se développe. Si tu devais définir la psychologie du sport de manière optimale. Je me souviens, en préparant cette interview, je t'ai vu donner une interview il y a peut-être 9 ans pour le Go Sport de Namur. Et tu disais justement, il y a ce que la psychologie du sport est et n'est pas. Et aujourd'hui, avec ce développement du coaching mental, comment on peut faire, quand on ne s'y connaît pas, la différence entre les deux? Alors, c'est pas parce qu'on a fait les études de psycho qu'on va être un bon psychologue du sport, hein, non, faut pas me Mhm. faire des dis pas. Mais par contre, si on veut être un bon psychologue du sport, il faut bien connaître le sport. Donc, à part les études d'éducation physique, je vois pas très bien ce qui pourrait octroyer cette compétence, parce que il faut avoir de connaissances importantes en anatomie, en physiologie, en biologie. Euh, et après, bah, il faut aller chercher cette compétence en psychologie. Donc, moi, je vois pas très bien comment on peut s'en sortir sans faire les deux. Mhm. Bon, ce fait que, bon, voilà, bon, je dis ça parce que forcément je l'ai fait, mais je n'arrête pas de mêler les deux tout le temps. Je me dis, si je suis coach mental et que je n'ai pas de base en psycho, je vois pas très bien comment je vais pouvoir dire des choses sensées, puisque je vais aller raconter des machins que j'ai vus dans des revues de vulgarisation. Mhm. Si je ne connais pas bien la fonction cardiaque, si je ne connais pas bien la fonction pulmonaire, j'en parlais, ben,
je vais pas pouvoir expliquer à mon athlète ou à mon entraîneur euh, en quoi consiste la mécanique et comment faire. Donc, ce que je constate, c'est que quand j'ai affaire de près ou de loin avec un coach mental, bah, d'abord, au pire, il a zéro formation. J'en connais qui ont zéro formation, rien du tout. Ils, ils utilisent juste le fait qu'ils ont fait un peu de sport C'est quand ils ça. étaient jeunes, et qu'ils estiment qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils peuvent apprendre des choses à des autres athlètes. Ce qui est très Oui, fréquent bah, dans le ouais, ce qui est très fréquent dans le monde du sport, hein. On a ça à ouais, tous les étages malheureusement. voilà. Euh, et au mieux, bah, ils ont été suivre quelques formations en sophrologie, en PNL, en mindfulness, en yoga, et ça existe en France, mais elles ne sont pas académiques universitaires. Bon, il y a des formations qui se disent formation en préparation mentale dont la majorité des intervenants ne sont pas des universitaires, ne sont pas des académiques, ne sont pas des scientifiques. Mmh. Donc, par définition, la formation ne peut pas être d'un très haut niveau et ne peut pas être recoupée. L'intérêt des études que nous avons faites, ton papa, toi, moi, en éducation physique, c'est qu'on a affaire à des gens qui viennent de tout horizon. Mmh. Et notre boulot, quand on est étudiant, on ne le fait pas assez à 20 ans, hein, je suis d'accord, hein, c'est de faire plein de recoupements entre toutes ces matières, ces différents horizons. Quand tu vas suivre une formation ici en Belgique en sophrologie, tu reçois des cours de 6 personnes. On a une formation, une institution qui fait ça. Ce sont 6 sophrologues qui donnent des cours de sophrologie. Mmh. Quelle erreur. Tu vois, Ouais. donc ça, on parle d'université, ben moi j'y crois, même s'il y a plein de choses qui ne sont pas correctes, qui doivent changer, rien n'est parfait dans ce bas monde, mais au moins on a des formations variées. Euh, et surtout, le but c'est quand même de s'adresser à quelqu'un, un enfant, un adolescent, un adulte, un entraîneur, un parent, et donc il y a quand même intérêt à être blindé sur le plan du sérieux de sa formation. Mmh. On n'est pas là pour raconter des conneries, raconter des salades. Et en dernier, il faut être protégé déontologiquement. Mmh. Un psychologue du sport, il doit faire partie de la commission des psychologues, pas tellement pour être lui protégé par des avantages, non, 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 pour protéger le patient dont il s'occupe. Mmh. Si je fais une connerie, le patient, l'athlète, le parent, il a le droit de m'attaquer. Mmh. Si j'ai fait une faute professionnelle, eh ben c'est normal que je me retrouve au tribunal. Un coach mental fait ce qu'il veut, il n'a à répondre de rien. Il faut déjà qu'il ait fait une grosse connerie pour qu'il se retrouve au tribunal. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est important pour moi que toute profession euh, repose sur l'acquisition de compétences qui ne se font pas en 2 semaines, en 3 semaines, en un an. En plus, quand on est dans un travail psychologique où on va travailler sur la psyché de l'individu, sur ses fondamentaux, sur sa manière de vivre, euh, maintenant, mais en prenant en considération son passé et peut-être son futur, il y a intérêt à ce qu'on soit sérieux. Moi, si j'ai un problème médical, je suis pas du genre à aller chez le rebouteux du coin. Mmh. Ouais. Ouais. J'espérais pouvoir, parler de ta certification justement à l'université de Louvain-la-Neuve comme on en parlait dans ton introduction, dans ta biographie. Mais, tu m'annonçais effectivement que c'était la dernière, corde, ici, qui se terminait, en juin. Hem Est-ce qu'après, tu vas continuer à intervenir dans le monde de la psychologie du sport? Ou est-ce que pour toi, ta carrière, elle se termine bien méritée? Ou est-ce qu'on va pouvoir te suivre? Je vais évidemment, partager ton site dans le descriptif de cette, interview. Mais quels sont tes projets à toi alors, par après?
Oh ben, d'abord, j'ai jamais arrêté puisque, comme je t'ai dit, ça fait déjà 7 ans que je suis atteint par la date de péremption, hein. Voilà, Je suis émérite depuis l'âge de 65 ans et là, je vais sur mes 72. Donc, j'ai pas arrêté. Donc, je vais pas arrêter. La formation s'arrête parce que, voilà, bah, j'ai déjà prolongé, donc j'ai eu un statut spécial me permettant de. Mais bon, l'UCL aussi m'a dit, bah, bon, maintenant, stop, monsieur Godin, cher collègue, ce serait quand même bien que. Et puis parce que maintenant, j'ai un successeur et que voilà, donc, et alors, il fera ce qu'il voudra, mais je lui laisse le terrain. Je vais pas jouer la belle-mère avec lui. Par contre, non, non, je continue à travailler, j'ai mes consultations. Bah, je viens de terminer, j'en parle sur mon site d'ailleurs, une grosse collaboration avec la sélection des futurs astronautes oui, ça européens. j'ai vu. Donc voilà, et qui sont d'ailleurs des individus qui sont de beaux exemples, ces candidats, hein. J'en ai quand même interviewé 120. Il en restait 500. Bon, moi, j'ai fait un quart, les autres collègues ont fait les autres. Bah, sur les 120, 110, 120 que j'ai interviewés, 80, 90% étaient des gens extraordinaires. Bien sûr, ils avaient un CV important, hein, deux, trois masters, doctorat, post-doctorat, et allons-y, mais surtout très équilibré sur le plan psychologique, très équilibré sur le plan de la confiance en soi. Donc, toutes ces notions-là, moi, je continue à les travailler avec des athlètes et peut-être même avec les uns. Donc voilà, je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. C'est ça. Donc on va pouvoir suivre finalement, si tu interviens dans un colloque ou pour, un séminaire ou que sais-je, on peut voir ça sur ton site. Tu as, des nouvelles qui sont, publiées? Bon, je suis pas très informatique et site et internet. Bon, par exemple, je viens de terminer 2 conférences. C'est vrai, tu me fais remarquer que, en fait, je les ai pas signalées sur mon site. Il faudrait peut-être que je me bouge un peu. OK. Mais écoute, en tout cas, un tout grand merci pour ton temps et pour avoir partagé ton expertise, ton expérience, Philippe. C'est toujours, je pense, intéressant et pour ceux qui nous écoutent et qui me suivent depuis maintenant un peu plus d'un an, justement, sur cette approche physique et globale de la santé, hein. Je suis persuadé qu'en ayant une meilleure santé physique, eh bien, on a beaucoup plus de ressources, justement, pour pouvoir remettre en question certaines croyances, certains schémas. Parce que quand on est fatigué, c'est difficile de changer un peu les comportements. Et donc, je vais te souhaiter bien une bonne fin d'année académique pour ta dernière année à l'UCL. On restera certainement en contact. Et, euh, et de temps en temps, je prendrai des nouvelles pour savoir s'il y a l'une ou l'autre intervention que tu ferais éventuellement en ligne, puisque je ne sais pas si tu voyages parfois pour donner des conférences, mais ça me plairait d'écouter tes prochaines interventions en tout cas. OK. En tout cas, je te remercie. D'abord, je te remercie de ta confiance et en souvenir de ton papa et de ta. Exactement. Voilà, tout à fait. Un tout grand merci. Philippe, je te souhaite une bonne fin d'année. Voilà, j'espère que cette interview vous a vraiment interpellé, qu'il vous a plu dans la matière que nous avons évoquée ensemble. Et je vais revenir un instant sur cette problématique de la motivation, de l'engagement. Parce que vous l'avez entendu, selon le professeur Godin, il y a vraiment un impératif d'appartenance à une communauté, dans ce cas-ci au patriotisme, et donc de pouvoir se dépasser, non pas uniquement pour son salaire mensuel, mais quelque part pour le pays, pour l'image du pays, pour une quantité de fans qui finalement est une part de votre salaire, puisque sans fans, il n'y aurait évidemment pas de salaire astronomique pour ces joueurs de football. L'appartenance à une communauté, ou en tout cas la considération de sa communauté, d'ailleurs un des 9 éléments de la modélisation de la santé optimale, dont je vous ai déjà parlé et sur lequel je reviendrai en fin de cet épisode. Alors, pour revenir sur cette importance de la communauté, j'aimerais vous parler d'un anthropologue que j'ai découvert il y a quelques mois, Philippe Folsom. Un autre Philippe, ici anthropologue culturel, et qui lui est passionné par l'étude des loups
loup avec lequel nous partageons énormément de similitudes grâce à notre cohabitation depuis 35 000 années. Et récemment, dans une série de posts, Philippe Folsom nous partage 3 règles essentielles de l'organisation des loups. Et j'aimerais justement vous partager cette première règle qui correspond totalement à la thématique du jour. La première règle, c'est qu'on ne laisse jamais aucun loup derrière soi. Donc on ne laisse jamais personne finalement, si l'on le traduit en langue humaine, on ne laisse jamais personne derrière soi tout seul. Je vais vous lire la traduction de son post concernant cette première règle. Donc Philippe Folsom nous dit: un grand pourcentage de fossiles d'humains et de loups montrent des os cassés de manière violente et importante, mais qui ont guéri. C'est la plus ancienne et irréfutable preuve de culture qui existe dans le monde, car dans la nature, si vous vous cassiez une jambe, vous étiez condamné. Les os guéris signifient que d'autres personnes, d'autres membres de votre clan, ont dû rester avec vous pour vous nourrir et vous protéger au détriment de leur propre sécurité. Le sacrifice intentionnel de la sécurité ou du confort à court terme au profit d'un bénéfice à long terme n'existe presque jamais dans la nature, sauf justement chez les loups et chez les humains, techniquement. Elle doit être enseignée et entretenue, cette règle. C'est culturel. Le comportement altruiste est au cœur même des cultures collaboratives réussies et stimule à la fois la performance et la résilience. L'altruisme est tactiquement intelligent car la force de la meute est le loup et prendre soin de son équipe, c'est prendre soin de soi. Dans une équipe interdépendante, un comportement collaboratif et réciproque est tout simplement une affaire intelligente. Cela est particulièrement vrai si les membres de votre équipe sont des spécialistes dans lesquels vous avez investi du temps et des ressources. Ce n'est pas une notion que l'on a retrouvée justement dans les Diables Rouges qui se sont alignés avec très peu de motivation. Il y a certes l'esprit d'équipe, mais également tout un pays qui est derrière. Or, un entraîneur, qui, ceci étant dit, n'est pas belge, qui choisit un capitaine blessé émotionnellement, mentalement, en manque de jeu, n'est probablement pas un leader optimal. Et un joueur de type alpha, si on reprend, je dirais, la terminologie de la meute, qui annonce dès le début qu'ils ne gagneront pas cette année car ils sont trop vieux, est également un manque d'altruisme pour l'ensemble du pays, pour cette combativité et ce 12e homme finalement que l'on appelle souvent le public, le 12e homme, les Diables Rouges ont laissé le 12e homme derrière eux. À l'inverse de l'intelligence des loups qui n'aurait jamais laissé ce 12e loup derrière eux. Or, si vous l'avez vu, parce que par hasard, j'avais dit que effectivement je boycotterais cette Coupe du Monde, mais il est très difficile de faire fi des résultats. Et il se fait que hier, après l'interview de Philippe Godin, je suis tombé sur les dernières minutes du match entre le Maroc et l'Espagne. Et là, à l'inverse des Diables Rouges, on a vu des Lions de l'Atlas incroyablement soudés pour leur drapeau et avec, évidemment, un 12e homme très présent dans le stade, mais également partout dans le monde. Ici à Ottawa, ça a été la fête extraordinaire dans les rues de la capitale canadienne parce que la communauté marocaine est vraiment très très soudée. Il y a un patriotisme que l'on ne retrouve pas souvent, en tout cas, chez le Belge. Mais, au fait, savez-vous d'où vient la dénomination Diable Rouge? Petite notion d'histoire, comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des références et c'est assez intéressant. En fait, ça vient de 2 événements qui datent du début du siècle. Le nom de Diable vient d'un exploit de Camille Genazzi. Je n'avais jamais entendu parler de Camille Genazzi. En fait, il est né en novembre 1868 à Scarbeck, qui est mort en décembre 1913 dans un accident de voiture à Abbé-la-Neuve. En fait, il est un ingénieur et il est pilote automobile belge, connu surtout pour avoir été le premier à dépasser les 100 km/h en voiture le 29 avril 1899.
à bord d'une voiture de sa conception qu'il avait appelée la Jamais Contente. Une voiture électrique en forme d'obus ou de torpille. Imaginez un petit peu l'histoire à cette époque. Un exploit qui avait fait forte impression, même en dehors de nos frontières, puisqu'il avait été observé par les experts anglais qui trouvaient en Camille Genazzi quelque chose de diabolique. Avec ses petits yeux plissés, sa moustache et les traits anguleux de son visage, il était roux, et il l'avait surnommé justement The Red Devils, le diable rouge. C'était en 1899, 1899 pour être précis, et par les Belges évidemment. Le nom de diable est alors repris en 1906 pour les footballeurs, soit 2 ans après le premier match de l'équipe belge nationale, puisque l'équipe belge est née en 1904, et là en 1906, impressionné par une série de 2 victoires consécutives face à la France 5-0 et à la Hollande 5-0, eh bien un jeune journaliste, Pierre Walkiers, écriva dans les lignes de la vie sportive que les Belges étaient de véritables diables, en référence justement à leur jeu de vitesse. Cette vitesse qui faisait référence au premier diable rouge du pays, M. Camille Genazzi. Pour l'anecdote, sachez qu'il existe une trentaine d'équipes nationales qui portent le nom de diable rouge, d'équipes nationales ou en tout cas d'équipes sportives. Il y a le Congo de Brazzaville et la Corée du Sud, pour n'en citer que quelques-unes. Et pour la petite anecdote personnelle, lorsque je suis parti en tant qu'étudiant d'échange à Evanston High School, Wyoming, quelle ne fut pas ma surprise de voir effectivement que l'équipe locale était des Diables Rouges. Ça ne s'invente pas. Et donc pour revenir à nos Diables Rouges belges, il est sans doute temps pour ces diables de retrouver leur vitesse légendaire et mériter ce titre de Diable Rouge en termes de diable, mais également de retrouver en parallèle ce fameux patriotisme. Et pour refaire un parallélisme avec justement cette équipe du Maroc qui a vraiment surpris les observateurs internationaux, en entendant une interview de leur entraîneur, j'ai appris que il avait été mis dans cette position d'entraîneur national voici 3 mois seulement, alors qu'il y avait des tensions au niveau de l'équipe, et il avait justement su unifier cette équipe. Donc là, il y a déjà ce patriotisme, mais là, il y a vraiment cette idée de meute, cette idée d'équipe, cette idée de collaboration. On ne laisse personne derrière, on ne va pas faire du football pour soi-même, mais pour l'honneur du pays et pour chacun des fans de football marocains. Alors, vous avez peut-être trouvé ça gonflé de parler de patriotisme pour un gars qui a immigré au Canada voici 2 ans. Alors, si d'un côté, je ne regrette en aucun cas mon choix, qui est un choix qui date depuis plusieurs années, pour avoir eu la chance d'étudier en Australie, aux États-Unis, de passer plus de 3 mois au Pérou, j'ai un petit peu ce gène du Globetrotters. Et ça n'a rien à voir avec, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement lié à la Belgique. Et je me suis rendu compte justement après 2 ans que cette fibre patriotique était quand même assez présente, en tout cas dans le domaine du sport, mais également dans le domaine des nouvelles évidemment liées à mon pays. Et donc je vous fais à toutes et à tous un petit clin d'œil d'Ottawa pour tous les auditeurs belges qui me font le plaisir d'écouter ces podcasts. Alors revenons à nos moutons, peut-être pas à nos moutons, mais à nos loups, parce que évidemment on a le patriotisme, mais on en a parlé avec Philippe Godin, il y a d'autres moyens de s'engager dans une tribu, et la première tribu est évidemment la famille. Et concours de circonstances, il y a quelques semaines, Victor Ferry, dont je parle régulièrement dans ses podcasts, a envoyé une excellente infolettre concernant justement une famille, la famille Muliez, si je la prononce bien, une famille française.
Alors c'est la famille qui est derrière Auchan, Decathlon, Boulanger, Kiabi, Naruto, Flunch, Saint-Maclou, Brice, Jules, Pimki, Leroy Merlin et beaucoup d'autres enseignes. En tout, ils génèrent 100 milliards de chiffre d'affaires par an. Et c'est assez exceptionnel parce qu'on les connaît moins que d'autres grandes familles françaises comme Bolloré, Bouygues, Arnaud, Hermès, Decaux ou encore Pinault, mais c'est une famille qui a cette capacité de durer dans le temps. Il faut savoir que, en général, une famille qui se lance dans les affaires voit se dissoudre, se disloquer après seulement 3 générations. Il y aurait en effet une règle d'or selon laquelle la première génération crée l'image, la seconde gère et la troisième génération dilapide. Parfois, cette dislocation arrive beaucoup plus vite et Victor Ferry prend l'exemple de Lagardère, qui est une famille qui, après une seule génération, a disloqué le bien familial. En effet, on le sait, il y a le côté pile et le côté face, puisque l'influence familiale peut être extrêmement difficile à porter. Il y a bien évidemment d'autres exemples célèbres dans notre histoire, comme les Médicis, qui ont géré pendant plusieurs générations la ville de Florence. Mais revenons à cette fameuse famille Muliez. Quel est leur secret? Car là où règne habituellement la rivalité entre les successeurs désignés, entre les frères, les sœurs, les cousins déçus, eh bien la famille Muliez a créé un modèle unique qui lui permet de préserver ses intérêts patrimoniaux et ses liens familiaux. Ce modèle est une association sans base juridique ou légale, mais qui rassemble tous les membres de la famille. Ça a été décidé en 1952 à la mort de Louis Muliez, industriel ayant fait fortune au départ dans la laine. En fait, monsieur avait en fait 11 enfants qui ont eu cette idée géniale de s'associer pour permettre de faire fructifier la famille. Leur accord de base stipulait qu'ils n'avaient pas le droit de vendre des parts de l'entreprise en dehors de la famille. Ils étaient également entendus qu'ils pourraient utiliser l'argent commun pour lancer de nouvelles aventures entrepreneuriales tant que celles-ci restaient dans l'entreprise familiale. C'est ainsi que Gonzague Muliez fonda Saint-Maclou en 1963 et son cousin Gérard fonda Auchan en 1964. Et l'élément essentiel dans ce secret, c'est que tous les 7 ans, ils font un exercice déterminant. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de prendre le temps de répondre à une question. Pourquoi sommes-nous ensemble et pourquoi faire? Ce serait probablement une question intéressante à se poser lorsque l'on veut se remettre en forme, lorsque l'on met sa santé en priorité, lorsque l'on veut faire fructifier une entreprise ou lorsque l'on joue évidemment dans une équipe nationale. Alors, nous ne sommes ni des industriels richissimes comme la famille Muliez, nous ne sommes pas, je pense, des internationaux de l'équipe des Diables Rouges, à moins que certains de mes auditeurs soient des diables. Alors comment peut-on adapter et justement, quelle leçon pouvons-nous tirer du naufrage des Diables Rouges cette année? Eh bien, tout simplement, de trouver une communauté qui nous permette de développer cette santé globale à long terme. C'est également un élément que Philippe Folsom décrit dans certains de ses vidéos, c'est que si vous avez justement un manque de motivation au niveau de l'aspect physique de votre santé globale, eh bien allez chercher autour de vous, dans votre communauté, la personne qui a le plus facile de prendre soin de sa santé physique et laissez-vous motiver, emporter par son énergie positive. Et pour cela, il faut créer cette fameuse communauté. Pour qui allez-vous vous remettre en forme au-delà de vous-même? Pour quelle vision, pour quel projet votre santé pourrait-elle avoir plus d'impact? Et en tant que coach, que pouvez-vous faire? Eh bien, là, je vous propose 2 choses. La première, c'est de créer votre propre communauté et de faire partie justement d'un ensemble de coachs qui partagent les mêmes valeurs, qui réfléchissent dans la même optique par rapport aux grandes problématiques de la santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, les différentes techniques. Est-ce vous plutôt entraîner vos coachés selon un entraînement fonctionnel ou plutôt sur des outils un peu commerciaux comme l'électrostimulation?
Allez-vous limiter vos conseils nutritionnels sur base des calories et sur base des résultats à court terme, ou allez-vous plutôt décider d'éduquer vos coachés, d'éduquer votre communauté sur une approche fonctionnelle de la nutrition, une approche écologique qui respecte l'ensemble de notre écosystème. La deuxième option, c'est de développer chez vos coachés justement cette compétence, leur permettre de se dépasser pour quelque chose de plus grand qu'eux. Et ce n'est pas simplement vouloir se dépasser pour quelques chiffres sur une balance ou le bikini de l'été, même si ces éléments sont importants. Il faut pouvoir se sentir bien dans son corps. Mais est-ce que la santé physique est uniquement importante pour le poids? Ou est-ce qu'il y a un impact beaucoup plus grand? Et justement, avec une meilleure santé physique, une meilleure santé émotionnelle, une meilleure santé mentale, quel grand projet pourriez-vous mettre en place? Pour vous y aider, j'en ai parlé en début de podcast, eh bien, je vous propose cette modélisation de la santé optimale. C'est une modélisation que j'ai créée sur base de la modélisation d'un business plan et en m'inspirant du fameux Business Model U, qui est une méthode dont je suis certifié et qui permet de recréer une nouvelle carrière avec tout ce que vous avez déjà acquis comme compétences. Et donc, c'est un peu faire un business plan, non pas pour une entreprise, mais pour une carrière. Et donc, moi, j'en ai développé un business plan pour votre santé. Comment pourriez-vous partir de la santé actuelle qui probablement ne vous plaît pas à 100% vers une santé optimale, idéale? Et mon objectif est alors de vous aider à trouver les bonnes stratégies pour partir de votre santé actuelle vers une santé optimale, avec justement une communauté qui vous entoure, que ce soit des partenaires qui vont vous aider à atteindre cette santé optimale, ou que ce soit une communauté qui vous permet de rester motivé ou de vous inspirer à développer cette santé optimale. Vous trouverez cette modélisation gratuitement sur mon site, dans le lien de la description. Vous aurez 9 questions essentielles auxquelles vous allez devoir répondre aujourd'hui et évidemment pour cette santé optimale dans un futur proche, c'est-à-dire à 6 ou 12 mois. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, vous a intrigué, vous a permis d'avoir de nouveaux outils ou au moins de vous poser des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé ou sur l'adresse david.germeau@gmail.com ou directement sur mon site internet. D'ici le prochain épisode, eh bien, prenez soin de vous.